Micro, boulot, dodo. C'est votre porte d'entrée à la micro-aventure. Quoi, vous n'êtes ni champion olympique, ni vainqueur d'une édition de Koh-Lanta, ni même des spécialistes du bushcraft? Ça tombe bien, moi non plus. Ça ne m'empêche pas de pimenter mon quotidien d'expérience et de défis dans un cadre naturel, avec différentes pratiques selon le temps et les envies du moment. Dans chaque épisode de Micro, Boulot, Dodo, je mets les mains dans le cambouis pour une immersion au cœur de ces micro-aventures. L'objectif est de vous partager ces moments uniques, sans filtre, sans vous les imposer, mais peut-être vous inspirer. J'interrogerai, après l'expérience vécue, un spécialiste du territoire que je traverse afin d'élargir le spectre des connaissances de l'itinéraire en question. Rencontres, conseils et imprévus rythmeront ces quelques minutes de partage afin de vulgariser l'aventure au quotidien pour des gens comme vous et moi. Enfin, surtout toi là, toi qui as une motivation équivalente au niveau de celui de la mer, hein. Allez, sortons du canapé et réensauvageons-nous du côté des Vosges, dans la vallée du Rabodeau avec Patrick Chotel, passionné d'histoire et relayeur de mémoire. À l'aube d'entrée en 2022, aujourd'hui nous sommes donc le jour du réveillon du Nouvel An et j'ai décidé de faire une micro-aventure qui sera un petit peu plus symbolique, historique que sportive. En effet, je me trouve au plein cœur du massif des Vosges et plus exactement dans la vallée du Rabodeau et dans le village de Moussé, où j'ai décidé de faire une boucle d'environ 20 km. Alors ça sera sur le format aujourd'hui d'une rando trail. Donc la rando trail, c'est alterner la course à pied en nature, donc du trail running, et la randonnée, on va dire, dans les parties qui montent un petit peu plus. Donc voilà, une manière aussi de parcourir des territoires en allant un petit peu plus vite que la randonnée, en étant avec un matériel assez léger d'itinérance. Patrick, quand on arrive à Moussé, si on est à première vue un jour où il fait pas très beau, comme on peut dire ici, ça peut sentir un peu quand même le sapin. Écoutez, cette vallée, c'est comme une vallée qui a été marquée par beaucoup de malheurs, je veux dire, pendant notamment la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir qu'au niveau des déportés et des massacres qu'il y a eu, on arrive au deuxième rang après le massacre d'Oradour-sur-Glane. Donc ça, je veux dire, très peu de personnes le savent. Pourquoi être installé aujourd'hui dans ce hameau tout près de Moussé ? Nous sommes natifs d'Alsace, de Sainte-Marie-aux-Mines, et mes parents travaillaient dans le textile. Donc à l'époque, les usines ont fermé malheureusement, et mon père a donc retrouvé du travail ici, donc dans ce petit hameau qui s'appelle le Saulcy. Et donc moi, je suis arrivé ici à l'âge de 12 ans. Alors moi, j'ai grandi à quelques kilomètres de cette vallée-là et j'avais entendu beaucoup d'histoires, notamment autour de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu énormément de faits qui se sont déroulés ici. On appelle aussi la vallée du Rabodeau la vallée des larmes. On a énormément de récits et de témoignages sur cette vallée qui a énormément souffert et qui souffre encore aujourd'hui. C'est une vallée qui n'est pas très bien desservie par les transports. Là, on avait en plus un brouillard à couper au couteau ce matin. Ça provoque une ambiance assez lugubre. Cette rando trail va nous permettre, j'espère, de s'immerger dans la vallée, de mieux se rendre compte de ce qui s'est passé ici il y a plusieurs années. Voilà, c'est aussi le moyen de cheminer autrement et que l'aventure ne se fait pas forcément sur la découverte de paysages ou la découverte de soi-même sur un aspect physique et mental, mais c'est aussi mieux connaître l'histoire des hommes qui nous entourent. Et ici, ça me paraît largement justifié. On va s'élancer en courant gentiment jusqu'à, en tout cas, rejoindre pour l'instant le sommet de la Chatte Pendue après avoir quitté cette route. Allez, c'est parti. Alors ce qu'on peut observer sur ces premiers kilomètres, c'est déjà que ça grimpe pas mal. C'est vrai que le massif des Vosges est parfois réputé pour ses montées assez courtes, abruptes. On monte pas très haut, le sommet du massif est un peu plus de 1400 mètres. Ici on est plus sur des sommets environnant à 1000 mètres d'altitude. Alors vous l'avez entendu, le Vosgien garde sa réputation de bûcheron. On entend les travaux forestiers. Et là, après une bonne heure de marche, là j'ai fait un petit peu plus de 7 km. Donc on va dire un bon tiers de la rando sur des sentiers forestiers. Mais il faut noter que ces forêts sont super bien entretenues. Elles sont magnifiques et ça va en corrélation avec l'une des premières associations qui a balisé les sentiers. Cette assoce, elle s'appelle le Club Vosgien. Ça vous permet dans les Vosges, grâce à de nombreux parcours balisés avec des rectangles, des carrés, des losanges de toutes les couleurs. C'est énormément de parcours et de sentiers qui sont balisés et entretenus. Donc super facile pour les gens qui n'ont pas l'habitude de tracer leur itinéraire ou de maîtriser l'orientation en forêt. Et du coup je monte tranquillement
vers le sommet de la Chatte Pendue, en espérant qu'en haut, il y ait une belle vue avec le soleil qui est désormais passé au-dessus du brouillard qui reste au fond des vallées. Et une fois en haut de cette crête, eh bien, je vais récupérer le sentier des passeurs. J'ai fait une légère boucle en partant de Mousset pour du coup prendre vraiment l'itinéraire classique entre le hameau de Salmes et le centre du village de Mousset. Alors on y vient, beaucoup d'histoires dans cette vallée, des abbayes, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et notamment un épisode qui m'a amené du coup à venir courir et randonner ici, c'est le sentier des passeurs. Ce sentier illustre un épisode particulier de la Seconde Guerre mondiale. Donc pourquoi? Donc dû à la situation, au bout du village, sur la colline, c'était donc la frontière entre l'Alsace et les Vosges. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Alsace était allemande, ensuite elle est redevenue française, et pendant la Seconde Guerre mondiale, donc elle est à nouveau redevenue allemande. Donc le sentier des passeurs, pourquoi? Parce qu'à l'époque, les personnes qui étaient réfractaires donc, au régime nazi, beaucoup de civils, beaucoup d'Alsaciens, beaucoup de soldats évadés, et en sachant que l'Alsace était donc allemande, donc les personnes qui refusaient ce régime étaient très sévèrement punies, quoi. Voilà, ça, ils partaient en déportation, puis généralement, personne ne revenait. Hein. Donc il y avait les passeurs. Donc les passeurs, ma foi, c'était des personnes civiles, comme vous et moi, donc, qui, ma foi, s'engageaient à passer donc, ces personnes qui ne voulaient pas subir le régime nazi à venir en France. Oui. C'est quoi ton prénom? Alors c'est Guillaume. Guillaume, ok. La vue est sympa ici, en haut de la Chatte Pendue, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. On a vraiment la vue sur la ligne bleue des Vosges d'un côté, et puis les différentes vallées qui nous entourent. Ouais, et même la forêt noire que tu vois là-bas. Ah oui, génial, ouais. Et aussi là-bas. Ce que tu vois le plus loin, là, c'est la forêt noire en fait. Et Ok. donc t'as la vallée du Rhin entre les deux. Là, toi, Ouais. t'as décidé de partir plus léger et de faire un footing avant le réveillon du 31? C'est exactement ça. Ah ouais. Et puis il a fait un temps absolument dégueulasse ces 10 derniers jours, donc C'est faut clair. en profiter quand il fait beau comme ça. Donc ouais, effectivement, je suis parti de Fréconru et là je suis monté ici ça fait 1 heure que je cours. Ok. Bon après quand ça monte trop, je marche aussi. Hein, parce que... Ouais. C'est vrai qu'ici, les pentes dans le massif vosgien sont assez réputées pour être assez raides, et puis là, le terrain est un petit peu humide, on va dire. Ah oui, carrément. Après c'est sympa quand tu vas du château de Salmes qui est là. Ok. Parce que là, tu as une ligne de crête et là, c'est presque plat. À part la fin, là, quand tu montes sur la Chatte Pendue. Ouais, il y a un petit ressaut là pour avoir cette vue-là. Et toi, le sentier des passeurs, là, tu connais un petit peu, t'as déjà parcouru Je suis jamais allé plus loin qu'ici. des centaines et des centaines de personnes qui sont passées par là grâce au bah, courage des passeurs. Figure-toi que j'ai un grand-père qui a fait ça avec son frère. Et finalement, ils ont renoncé pour pas être incorporés de force par les Allemands. Et comme les familles se faisaient ensuite persécuter et que les parents étaient déjà âgés et restés en Alsace, finalement, ils ont renoncé. Mais mon grand-père me racontait qu'ils étaient sur la ligne et finalement ils se sont dit non, c'est trop dangereux. On retourne. Ouais. Ouais. Et Parce que ben, derrière, du coup, il peut y avoir, lui et son frère, ils se sont fait un relais de force par les Allemands. Ouais, c'est assez impressionnant juste de pouvoir rencontrer du monde qui a une histoire aussi en commun, quelqu'un de sa famille qui a vécu quand même ces événements qui sont assez tragiques et assez marquants. Bah écoute, je te laisse pas te refroidir trop longtemps. Ouais, je commence un peu à me geler là. Bon, bah Profite merci bien. à toi. Et puis bon réveillon. Toi aussi. Très Salut. bonne année prochaine. Je suis arrivé sur un beau promontoire qui s'appelle la Chatte Pendue. Alors le nom est quand même assez original. J'ai vu un beau panorama, donc j'ai pas eu d'explication. Je me suis dit peut-être que vous, Patrick, vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça en fait. Bien sûr. Donc effectivement, la Chatte Pendue, c'est un rocher gréseux où vous avez un panorama effectivement qui est sur toute la vallée de la Bruche. Donc vous avez pu remarquer que ce rocher est un rocher qui est suspendu. Donc à l'époque, le H en patois vosgien s'écrivait CH ou se prononçait che. Et en patois vosgien également, at ou até veut dire pierre. Comme c'est une pierre qui est suspendue, pierre pendue, donc c'est devenu Chatte Pendue. Et ce n'est pas ce brave animal qui un jour a dit « Ah bah tiens, je vais me pendre hein. ». Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais donc voilà, donc c'est une déformation du patois vosgien. Très sympa notre ami Guillaume que j'ai pu rencontrer au sommet de la Chatte Pendue. Et comme il le disait, on a une superbe vue sur la forêt noire, donc allemande, juste de l'autre côté. Le mémorial du Struthof qui était un camp de concentration, pareil, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc comme quoi ces lieux ils sont vraiment emplis des histoires de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la Première. Il y a aussi quelques refuges en pierre, témoignages de passage des Celtes. Donc ouais, il y a une histoire très riche ici, on s'en rend compte.
Et grâce au témoignage de Guillaume, ce sentier des passeurs, ça donne vraiment envie de le découvrir. Donc là, on boit un petit coup. Ça fait un petit peu plus de 3 heures que je suis dehors. Et c'est vrai qu'on n'est pas sur de la randonnée en faisant de la rando trail, hein. On est un peu plus actif quand même, donc ça creuse. Et dans les Vosges et en Lorraine, ce qu'on a de bien, c'est le pâté lorrain. Alors c'est une sorte de pâté de viande avec de la viande de porc marinée, un petit peu de vin blanc, voilà, assez conséquent. Alors ça c'est génial, hein. Ça vous cale un homme comme on dit ici, et les boulangeries sont ouvertes dès 4-5 heures du matin pour la plupart, donc vous pouvez aller chercher votre pâté si vous sortez de soirée ou si vous allez vous apprêter à faire une grosse journée de randonnée. Franchement c'est magnifique, c'est parfait pour un ravito. Avant de continuer du coup cette crête, découvrir la Chaume où le sentier des passeurs débute et puis redescendre sur Mousset tranquillement. Un petit peu plus de 15 km parcourus ce matin sur cette boucle qui en compte 22-23 je crois à peu près, donc j'ai fait un petit peu plus de la moitié. Et arrivé en haut de la Chatte Pendue, je suis redescendu et en fait on traversait une zone de protection du biotope. Donc il y avait des grands grillages balisés par l'ONF notamment, et ces espaces où on ne doit pas sortir des sentiers, on n'emmène pas d'animaux, il n'y a pas d'engins motorisés, permettent de préserver une faune et une flore assez particulières. Et dans cette zone de protection, donc, on protège la faune et la flore, notamment avec le tétras qui est en voie d'extinction, ces grands coqs de bruyère qui ont besoin d'un habitat très spécifique, qui aussi ont un mode de vie en hiver très particulier en creusant sous la neige, donc il leur faut suffisamment de neige, suffisamment d'espace pour se reproduire. Donc voilà, c'est à ça que servent ces zones-là. On conserve aussi différentes essences d'arbres, de végétation. On les protège des fois de la trop grosse pression du gibier qui vient manger les jeunes pousses. Et ensuite, comme depuis le début, on alterne entre grandes pistes forestières et petits sentiers en forêt, très bien balisés, toujours par le club vosgien. Patrick, vous randonnez beaucoup, faites beaucoup de vélo. Je suis passé le long d'une zone de protection du biotope, donc de la faune et de la flore. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer le grand tétras dans ce massif ? Écoutez, dans ce massif, j'ai rencontré 2 animaux, vraiment qui sont extrêmement rares. Donc, j'ai rencontré une fois un lynx. Ah oui. Et je pense que je dois être le seul à avoir vu un lynx en faisant tout simplement du VTT. Et je peux vous dire que je n'étais pas rassuré de rencontrer cet animal parce que c'est quand même quelque chose d'imposant. Lorsque je suis passé à vélo, je suis passé tout doucement, vraiment, je me suis écarté, mais l'animal n'a absolument pas bougé. Pourtant, c'est assez craintif, il paraît. Il m'a regardé, moi je le regardais également parce que je me dis, j'étais pas très rassuré, j'ai pas fait de geste brusque, je suis passé. Mais ceci dit, il y a peut-être une vingtaine d'années à peu près. Et j'ai eu également l'occasion de voir, non pas le coq de bruyère, donc le grand tétras, mais la femelle. Toute cette zone protégée, la faune, la flore bien sûr, mais c'est une zone qui est également protégée parce que l'endroit est propice à la reproduction du grand tétras. Et il faut savoir que dans les Vosges, il y a très très peu de grands tétras qui sont encore en vie. Donc c'est pour ça qu'il a, vous avez remarqué, une énorme zone de silence. Donc ma foi, il faut quand même respecter un peu tout ce qui est nature et flore. J'ai rejoint le sentier de la Croix Bleue qui symbolise le sentier des passeurs qui vient depuis le château de Salm et qui se dirige vers Mousset où je me suis garé ce matin. Et là on a une grande stèle, on voit en fait un homme qui pointe la croix de Lorraine au-dessus des sapins sur un très beau grès rose avec derrière lui quelqu'un, on dirait un jeune homme avec un sac à dos qui a l'air très éprouvé, une personne avec un bâton et puis au fond des familles ou des gens qui ont l'air de regarder vers le sommet. On voit un tracé marqué Haute-Vallée de la Bruche, donc le côté alsacien, Salm avec le château bien connu de ce hameau qui est également côté alsacien, et les zigzags en forêt jusqu'à Mousset, et c'est marqué Sentier des Passeurs 1940-1944, à ceux qui au péril de leur vie guidèrent d'Alsace annexée en France, réfractaires, prisonniers, évadés et autres patriotes. Passant, souviens-toi. Même s'il fait très beau, même si on est un jour de fête, on va essayer de s'imprégner un peu plus de ce sentier. C'est vrai que c'est assez marquant de commencer le sentier en lisant ce qui est inscrit dessus. Elle a une histoire, cette stèle. Cette histoire elle est très simple et même assez émouvante. Parce que lors d'une sortie, un monsieur qui s'appelle monsieur Raymond Keller, lorsqu'il a parcouru ce sentier, il a été ému par, les anecdotes, etc. Donc il s'est promis un jour de dire moi, je vais réaliser quelque chose pour honorer la mémoire de ces personnes. Et ce monsieur est un sculpteur. Il a choisi donc un bloc de grès de 2 tonnes, donc qui lui a été offert évidemment.
Et il a sculpté cette stèle, de ses propres mains bien sûr, aussi à titre gratuit. Et donc elle a été installée donc, sur l'emplacement de l'ancienne frontière. Et là, tiens, je m'écarte un peu du sentier parce que je viens de voir, je crois, les fameuses bornes frontières. Ah ouais, c'est bien ça. Des grosses bornes en grès qui font à peu près 66 cm de haut, tout autant dans le sol. Et d'un côté, vous avez le F de Frankreich et de l'autre, le D du coup de Deutschland. Et ça, il y en a partout sur toute la ligne de crête du massif des Vosges. Je crois qu'il y en a plus de 4000 et il y a la moitié qui a été faite par le côté français et l'autre moitié par les Allemands. Et celle-là, c'est la 2189e. Voilà. Ces grosses bornes en grès, donc si vous baladez dans le coin, eh ben, cette frontière, elle est encore marquée ici, même si elle n'existe plus. Même si c'est la frontière, on va dire, entre deux départements. Eh ben, ici, on en voit encore les marques de cette guerre. Donc en très peu de centaines de mètres là, on découvre vraiment un paquet d'histoires juste en se promenant sur ce sentier et on va aller découvrir la suite. Voilà, donc il faut savoir que les passeurs, ma foi, prenaient des risques énormes, parce que s'ils étaient pris, parce que bon, ben, bien sûr, les Allemands, ici c'était une zone occupée, donc les Allemands, ma foi, surveillaient tous ces chemins, enfin surveillaient la frontière, et si jamais ils étaient pris, malheureusement, bon, ils partaient en déportation, eux et leurs familles. Et il faut savoir que ces passeurs, ma foi, emmenaient 2, 3, 5, 6 personnes, mais pas plus, jamais plus. Et de Salm à Moussel, il y a 14 km, ces personnes-là faisaient donc l'aller-retour, du moins le passeur. Il allait chercher des personnes côté alsacien, allemand au final, et il les ramenait jusqu'au... Voilà. Sur Moussel, il faut savoir aussi que il fallait des personnes, de confiance, parce qu'il fallait donc accueillir ces personnes-là. Les cacher, leur faire des papiers. Les cacher, donc les fausses cartes d'identité, les cartes de repas, les cartes de ravitaillement, des cartes de travail. Et après, ma foi, ils partaient donc sur Étival. Et d'Étival, ma foi, ils prenaient le train, puis ils essayaient de fuir au maximum, de ne pas se faire prendre. Et ça toute l'année? C'était de nuit, de jour, en hiver, en été? Non, principalement de jour. Tout dépendait des personnes qui, faisaient le passage. Bon, nous actuellement, nous avons la chance d'avoir le fils d'un passeur, qui, ma foi, va avoir 80 ans cette année. Donc il est toujours avec nous. Et donc il raconte l'histoire de son père, etc. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'anecdotes. Donc ce sont des anecdotes tout à fait personnelles, dues à son papa. Et donc ces personnes-là avaient un sens de l'hébergement, de l'accueil, de dévouement, de l'accueil. Parce que souvent, lorsqu'ils passaient, donc les personnes qui étaient, réfractaires au régime nazi, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Alors, y avait-il des personnes infiltrées ou non? On ne le savait pas. Bon, lorsqu'il accueillait donc des personnes à la maison, parfois il les accueillait plusieurs jours. Il fallait les nourrir, les cacher. Donc une petite anecdote, ma foi, parce que les familles avaient des enfants. Donc chaque fois qu'il y avait des personnes qui arrivaient à la maison, ils disaient, ce sont des cousins qui viennent nous rendre visite. Donc pour les enfants, il n'y avait pas de problème, ce sont des cousins. Et il fallait faire tout ça sans éveiller aucun soupçon. Donc des personnes infiltrées, ce qui se passait, c'est que le soir, ma foi, ils faisaient leur poche tout simplement. Quand ils dormaient, non pas pour les voler ni quoi que ce soit, mais pour voir s'il n'y avait pas de risque ni rien. Parce que sinon toute la famille partait en déportation, quoi. Ouais, donc c'était très, très risqué. Donc c'est des personnes très très courageuses qui ont agi pour... Oui. D'ailleurs, ce sont des héros. C'est vrai qu'il fallait connaître la forêt, savoir où patrouillaient les Allemands. Il fallait la complicité de beaucoup de personnes, notamment gardes forestiers, gendarmerie, pour éventuellement cacher toutes ces personnes qui fuyaient, quoi. Est-ce qu'on a une idée du nombre à peu près de personnes sur ces, on va dire, 3 années, 3-4 années qui ont pu passer jusque-là? Plusieurs milliers de personnes quand même, oui. Mais ceci dit, moi je connais la vie d'un passeur. Donc ce monsieur a passé environ, 70 à 80 personnes. Ah oui, ça fait quand même pas mal, quoi. Ça fait quand même pas mal d'allers-retours. Oui, bien sûr, oui. Allez, je me suis remis à trottiner gentiment parce que je suis arrivé sur une magnifique chaume. Alors non pas pour me dépêcher et passer du côté français, parce que cette histoire de frontière est bel et bien terminée heureusement. Et j'adore ces endroits-là dans les Vosges où l'herbe est jaunie par le gel de l'hiver, il y a beaucoup de bruyère au sol, une végétation assez basse même s'il persiste quelques épicéas et quelques sapins. Et là c'est baigné de soleil, franchement c'est magnifique. Soleil orangé là qui reflète sur l'herbe. Allez. J'arrive à un premier passage où, au fond, on distingue bien la ligne bleue des Vosges avec un brouillard qui est bien ancré encore là vers 11h du matin dans le fond des vallées. Et je crois qu'au fond, il y a une
flèche bleue qui m'indique Sentier des Passeurs, par là. Donc c'est par là. De nos jours, le Sentier des Passeurs est un lieu de visite, bien sûr. Donc nous organisons, avec le concours du souvenir français et de 5 bénévoles. Donc il y a 2 Alsaciens, dont le fils d'un passeur, que je vous ai dit tout à l'heure, et 3 Vosgiens. Et donc on organise tous les ans des visites guidées commentées. Donc sur tout le long du trajet, donc il y a le fils du passeur qui raconte l'histoire de son père. Nous on rappelle également les plus grandes dates importantes sur l'Alsace, avec tous les conflits qu'il y a eu, etc. Et tout au long du parcours, donc il y a les anecdotes, il y a les commentaires. Donc ce parcours, il est d'une distance de 14 km. Bon, ce n'est pas, une course ni quoi que ce soit, parce qu'on prend quasiment toute la journée pour le faire. Et en général, donc, on a environ entre 300 et 500 personnes par an. Surtout avec le fils d'un passeur, ça doit être hyper prenant, quoi. J'imagine, quand on se balade en forêt comme ça et qu'on entend ces récits-là, ça doit être... Bien sûr, oui. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment le sentier de mémoire. On le fait du mois de mai au mois de juin. Là, ce sont les sorties qui sont réservées pour l'éducation nationale. Et de fin juin à début septembre, donc là, c'est pour tout public. Passeur d'ombre et de lumière, édition 2014. Alors je m'égare un petit peu parce que ça grouille en fait d'œuvres culturelles et artistiques. On retrouve des têtes en pierre d'âne, une locomotive de train en bois, des grands triangles en bois aussi qui symbolisent le départ du sentier. Et à chaque fois, vous avez un petit panneau qui met en avant en fait l'artiste et l'interprétation qu'il fait de ce lieu si particulier. En tout cas, on prend un malin plaisir à admirer ces œuvres d'art, à lire l'interprétation des artistes, tout en se replongeant ensuite dès qu'on marche sur l'histoire qu'a vécu ces sentiers-là avec ces passeurs. Donc le sentier, il vit d'une part sur la mémoire, et aussi, moi j'ai pu croiser, il y a des œuvres artistiques partout, tout du long du sentier. Il y a des choses très originales en bois, en métal, en aluminium. C'est assez impressionnant, ça sort d'où ça? Donc ça, c'est le sentier artistique aussi, donc il prend une grande partie sur le sentier des passeurs. C'est une association qui s'appelle l'IDICOP. Et donc cette association, tous les 2 ans, organise une biennale artistique sur une partie du sentier des passeurs. Donc il faut savoir qu'il y a environ une 30aine d'artistes qui créent des œuvres. C'est une interprétation en fait de la part d'artistes par rapport à leurs arts de ce sentier de mémoire au final. Voilà, exactement. Voilà. Là également, donc il y a toute une préparation sur 2 ans. Ma foi, les artistes avec certains bénévoles, installent donc ces œuvres et après il y a des petits commentaires sous chaque œuvre. Alors je ne sais pas si vous avez pu les remarquer. Si la guetteuse par exemple. Oui, la guetteuse. Après voilà, c'est l'interprétation de l'artiste. Bon, des fois on comprend, des fois on comprend pas tout, mais bon, ça chacun son imagination, c'est ça. Il y a des œuvres qui sont pérennes. Et il y a des œuvres qui sont aussi démontées, fin octobre, voilà. Parce que on ne peut pas laisser toutes les œuvres non plus, parce que sinon, il n'y aurait plus que ça, quoi. Il faut savoir que sur ces 3 mois, je crois que c'était l'an dernier, il y a eu plus de 2000 personnes ou 3000 personnes. Et je tiens aussi à préciser que ce soit le sentier de mémoire, donc nous, guides de mémoire, ou le sentier artistique, toutes ces sorties sont gratuites, entièrement gratuites. Allez, petite pause, on est sur un sentier super agréable en forêt, préservé, très large. Et ce qui nous permet au fur et à mesure de la marche de rentrer quasiment en méditation, ou en tout cas de penser à ce qui s'y passait il y a quasiment un siècle ici, il y a plus de 80 ans. Et je vous parlais tout à l'heure des œuvres artistiques, et là sur ma droite, j'ai un personnage en aluminium de Gwenaëlle Stamm qui s'appelle La Guetteuse, et on voit du coup une femme habillée d'une robe qui guette à l'horizon. Et on nous rappelle que ce personnage de guetteuse fait référence au lieu et à son histoire. Il exprime l'idée qu'on ne doit cesser d'être sur nos gardes. La liberté, laquelle et à quel prix? Nous n'y pensons pas tous les jours, mais nous devons être attentifs à ce que nous laissons pénétrer dans notre champ de vision. Cette installation sur le sentier renvoie également au fait d'arpenter le paysage pour y trouver sa place et appartenir à un territoire. Ouais, je trouve ça super intéressant et super intelligent d'avoir placé au fur et à mesure de ce sentier ces œuvres. Et on sent vraiment que tout le territoire a envie de maintenir cette histoire et de continuer à garder la mémoire et aussi à interpréter chacun selon
sa vision des choses, son artisanat, cette période historique les passeurs de 40 à 44. Et c'est vrai que ce sentier en légère descente, on s'imagine, j'ai essayé de penser tout à l'heure, je me dis, et là en plein hiver dans la neige, en plein été, sous une nuit d'orage, dans le brouillard, comment faisaient ces personnes pour ne pas se faire repérer, quel risque ils prenaient avec la peur au ventre. Ça devait être vraiment une aventure, on a du mal à s'imaginer, mais le fait de randonner dans ces lieux-là, j'ai arrêté de courir, parce que je trouve que le fait de marcher ici, de profiter des sculptures, des différentes œuvres, permet vraiment de s'imprégner un maximum du territoire. Et il m'en reste encore une petite heure pour terminer tranquillement ce sentier des passeurs. La guetteuse, il faut savoir que c'est une œuvre qui fait référence au lieu et à l'histoire, qui montre également la liberté. Elle tend le bras, donc elle nous montre la liberté. Bon, elle a été faite en 3 exemplaires. L'exemplaire que vous avez vu donc, sur le sentier. Un exemplaire qui est au musée Pierre-Noël à Saint-Dié. Et un 3e exemplaire qui est au mémorial de Schirmeck. Donc c'est vrai que la guetteuse nous parle quelque part, ça nous parle parce que c'est vraiment le style d'œuvre qui est tout à fait en lien avec le sentier de mémoire. À 300 mètres au bout de ce passage se trouvait la maison Odile, 1939-1945. Pour avoir hébergé et nourri passeurs et évadés, Eugène et Marie Odile. La maison Odile, c'est une ferme où toute la famille a été déportée et n'est plus revenue. Bon, il y a eu même un fils qui a essayé de s'évader, malheureusement il a été fusillé sur place. Et donc il y a une stèle, une plaque qui commémorait justement ces personnes qui aidaient également toutes les personnes qui fuyaient le régime nazi. Donc c'est pour ça qu'ils ont été pris, puis voilà, donc ça s'est mal terminé pour eux. Et donc aujourd'hui, avec M. Keller, donc le même sculpteur que la grotte stèle, donc on est en pourparlers de refaire une nouvelle stèle qui va être prête, je pense, pour la première sortie qui va se faire notamment en mois de juin. Voilà, ce témoignage un petit peu glaçant inscrit sur une plaque à la fin du sentier des passeurs me permet de conclure sur cette vraiment très belle immersion pratiquée en rando trail. Donc j'ai fait un petit peu plus de 23 km. Le sentier des passeurs en fait 13, mais j'avais décidé du coup de faire une boucle pour pas faire un aller-retour et découvrir le sommet de la Chatte Pendue où j'ai rencontré Guillaume. Le rando trail c'est vraiment agréable quand on a une bonne forme physique parce qu'on peut courir sur le plat, accélérer un peu dans les descentes. Quand on n'a pas forcément tout le temps devant soi pour couper du quotidien et réaliser une pratique sportive, c'est sympa. Un sac de 15-20 litres suffit. Par contre, munissez-vous bien de chaussures de trail et pas de randonnée. Parce qu'avec le poids du sac, vous avez besoin quand même d'amorti, mais de légèreté et d'accroche pour passer un petit peu partout. Personnellement, j'ai des Kalenji de chez Decathlon. Franchement, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment intéressant. C'est pas les plus confortables, c'est pas les plus légères, mais on y est bien. Elles sont très robustes, elles ont une bonne accroche. Voilà, c'est mes chaussures un peu passe-partout quand j'alterne randonnée et trail comme ça. Et quant à la micro-aventure, je me rends compte que c'est pas forcément qu'une question de kilomètres, de pratique, de pays traversés, de distance, de longueur, etc. Là, j'ai traversé des époques, tout simplement. J'ai eu l'occasion de pouvoir lire des anecdotes, des faits, en savoir un petit peu plus sur ce territoire. C'est avant tout ce que je recherchais, et dans cette nature si bien préservée ici dans les Vosges, ça permet de réfléchir un petit peu, de couper du quotidien, d'être sensibilisé à une histoire des hommes, des familles qui vivent ici. Et ensuite, à nous de répandre un petit peu cette parole pour ne jamais oublier. Donc je trouve que c'est vraiment génial d'avoir balisé, d'avoir agrémenté d'œuvres et de continuer à faire vivre ce sentier des passeurs ici à Moussé, dans le massif des Vosges. Aujourd'hui, on entend beaucoup et on voit beaucoup d'images de migrants en bateau, de gens qui traversent les frontières, qui s'enfuient. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui est un peu aujourd'hui et ce qui s'est passé là en temps de guerre? Au final, même si c'est pas pour les mêmes raisons, il y a toujours cette histoire quand même de frontières, de passage, de migration. Oui, effectivement. Moi, je trouve que ça, on le comprend très bien. Parce que ces personnes, ma foi, habitent différents pays où il y a des complications qui sont énormes, qui sont même invivables. D'ailleurs, quand on les entend, et en plus, ils risquent leur vie.
eux, ils risquent leur vie. C'est un petit peu la même chose avec des passeurs. Bon, des passeurs qui sont plus ou moins malhonnêtes, ça, malheureusement, ça existe. Bien sûr. Mais c'est vrai que ces personnes, ma foi, risquent leur vie pour fuir leur pays ou, ma foi, qui sont en danger permanent, quoi. C'est vrai que le sentier des passeurs ici peut permettre aussi d'avoir une vision un peu plus globale de ce qu'on peut voir aujourd'hui aux actualités ou ce genre de choses. Et lorsque vous voyez des actualités, justement des familles migrants, et lorsqu'on voit que malheureusement, un bateau, ma foi, a échoué, a coulé avec des enfants et tout, je veux dire, ça marque, hein. Oui. Quelque part, ça marque. C'est très délicat, c'est vrai, mais effectivement, il faut aussi comprendre ces personnes qui fuient un pays où ils ne peuvent plus vivre, quoi, tout simplement. Et puis je pense que chacun d'entre nous, près de chez soi, a forcément une histoire à raconter. Il y a eu tellement de choses en France, c'est tellement riche qu'on peut, à mon avis, partout, même dans le monde, trouver ce genre d'itinéraire, le raconter, en témoigner. Et voilà, la micro-aventure, ça peut être aussi ça, il n'y a pas besoin d'aller très loin. On peut aussi, en une journée, traverser les époques, les histoires de nos ancêtres et même les histoires actuelles. Et toutes ces histoires de frontières, de passeurs, de contrebandiers m'intéressent beaucoup et je pense qu'il y aura une suite dans la même thématique, mais ailleurs. Allez, à très vite. Terminé, tout le monde descend. C'était votre épisode de Micro, Boulot, Dodo. Si vous avez passé un bon moment avec nous, n'hésitez pas à le faire savoir sur tous vos réseaux, à votre communauté, vos familles et même à toutes les feignasses qui sont encore sur leur canapé là. Likez, commentez, critiquez, notez 5 étoiles pour faire parler de nous et vivre de nouvelles aventures ensemble. Si vous êtes une marque, un organisme privé ou public qui veut donner du sens à un projet, le faire vivre sur le terrain au lieu de faire du greenwashing, vous pouvez nous contacter sur le mail indiqué dans la description. Et si vous êtes de la même trempe de micro-aventuriers, n'hésitez pas à nous transmettre vos idées de parcours. Nous tenions à remercier pour cet épisode l'accueil chaleureux de Patrick Chotel et de sa femme, ma maman pour sa mise en relation et l'engagement dans cette vallée de l'association Hélicop. Un podcast réalisé par Loïc Prévenella qui vous dit à bientôt.